Ce fut une guerre sanglante. Le Sud n'a pas été simplement vaincu, il a été détruit. C'est une sorte de désespoir dans les États du Sud. C'est toute la société qui est bouleversée. Et qui est bouleversée après une guerre qui a fait beaucoup de destruction, qui a fait beaucoup de morts. À partir de 1865, au lendemain de la guerre, une grande partie des habitants des États du Sud refusent d'accepter la défaite et ses conséquences. En particulier, l'adoption du 13e amendement de la Constitution des États-Unis qui abolit officiellement l'esclavage. C'est-à-dire qu'ils disent, c'est quand même pas possible. Les Noirs que nous avons connus dans les champs de coton, ces Noirs-là, ils sont pas égaux à nous. C'est pas possible. Donc, s'ils ne sont pas égaux à nous, maintenant qu'on les a libérés, ils vont être extrêmement dangereux. Ils vont vouloir les places, ils vont vouloir de l'argent, ils vont violer nos femmes. Vous vous rendez compte, ils vont violer nos femmes. À la fin de la guerre de sécession, les citoyens blancs des États du Sud étaient amers et en colère. Et c'est à cette époque qu'ils ont commencé à créer des sociétés secrètes comme les Chevaliers du Camélia Blanc ou encore la Ligue Blanche. Rapidement, ces organisations se sont transformées en groupuscules terroristes dont l'objectif était de terroriser les Afro-Américains. À Pulaski, dans l'État du Tennessee, une poignée de vétérans de l'armée, tous d'anciens officiers confédérés, décident de former leur propre organisation. Ils choisissent de lui donner un nom étrange, le Ku Klux Klan. Le nom Ku Klux Klan vient du mot grec kuklos, qui veut dire le cercle, combiné au mot écossais clan, simplement parce qu'ils trouvaient que ça sonnait bien. Et Ku Klux Klan a fini par devenir Ku Klux Klan, en 3 mots. Si vous divisez Q et Klos, ça fait Ku Klux. Alors pourquoi clan? Parce que l'un de ces jeunes-là était d'origine écossaise et qu'il a voulu en somme montrer que l'origine écossaise comptait dans l'organisation de ce club. En l'espace de quelques années, le petit groupe d'officiers devient une organisation de plus en plus puissante et structurée qui va se doter d'un chef. Son nom, Nathan Bedford Forrest. Nathan Bedford Forrest était un homme de la pire espèce, je le pense vraiment. D'un côté, il était un des plus grands officiers de cavalerie qui ait jamais existé dans ce pays, et même dans le monde. C'était un combattant hors pair. Mais dans le même temps, c'était un infâme salopard. Ses exploits durant la guerre de sécession lui avaient valu une grande renommée. Mais sa réputation a aussi été entachée par le massacre de Fort Pillow, durant lequel il a ordonné l'assassinat d'une centaine de soldats noirs de l'Union, qui étaient désarmés. Sous le commandement de Nathan Bedford Forrest, le Ku Klux Klan va très rapidement se faire un nom. Leur objectif? Semer la terreur au sein de la communauté noire du sud des États-Unis. Et pour y parvenir, ils ont une idée. Se déguiser pour leur faire peur. Dans toute cette idéologie du clan, dès le départ, les Noirs sont présentés comme des sauvages qui n'ont rien dans la tête, la moitié des animaux. Et c'est vrai que les grandes cagoules pointues, les grands draps, ça faisait fantôme ou ça devait faire fantôme. Ils étaient persuadés que les Noirs du Sud étaient ignorants et superstitieux, et que lorsqu'ils verraient les hommes du clan chevaucher leurs montures vêtues de leurs costumes blancs, la population noire croirait qu'ils avaient affaire à des fantômes ou des démons. Mais à l'époque, c'est surtout l'extrême brutalité des crimes commis par le Ku Klux Klan qui sème la panique au sein de la communauté afro-américaine. Au programme, lynchage par pendaison, assassinat en tout genre. C'est un véritable déchaînement de violence. Ils font des raids sur les communautés noires. Il y a des expéditions punitives. Et des expéditions punitives, pourquoi faire? Pour faire peur aux Noirs, pour les obliger à tenir leur place. Donc il faut impressionner les Noirs, il faut les maintenir au plus bas niveau de la société, et cela par la violence. Le Ku Klux Klan, c'est avant tout un instrument de violence, et de violence qui vont très souvent jusqu'à l'assassinat. En l'espace de 3 ans, de 1865 à 1868,
Le clan, sous l'impulsion de son chef, Nathan Bedford Forrest, va faire plusieurs milliers de victimes. Un bain de sang qui oblige Ulysses Grant, le tout nouveau président des États-Unis, à faire voter une loi, le Klan Act, en 1871. Elle rend le Ku Klux Klan illégal et l'autorise à envoyer des troupes dans le Sud pour le mettre hors d'état de nuire. Mais en réalité, l'organisation a déjà réussi à atteindre son objectif. Même si l'esclavage est aboli, il est remplacé par les lois Jim Crow, qui imposent la ségrégation raciale. Ils ont voté les lois Jim Crow, qui rendaient la ségrégation raciale légale dans les États du Sud. À partir de là, la séparation entre les races s'est généralisée. Au fond, d'une certaine manière, le clan a gagné. Parce que ça veut dire que les sudistes continuent à penser, continuent à vivre en fonction des caractéristiques raciales. Alors, quand vous avez des caractéristiques raciales, ça veut dire par exemple que les écoles sont séparées. Donc les petits noirs vont dans des écoles différentes des petits blancs. Les noirs et les blancs ne pouvaient pas être enterrés dans les mêmes cimetières. Ils ne pouvaient pas monter dans les mêmes wagons lorsqu'ils prenaient le train. Entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, dans le sud des États-Unis, avec la ségrégation, les conditions de vie des Noirs restent très difficiles. Quant au Ku Klux Klan, officiellement illégal, il semble alors appartenir au passé. Pourtant, en 1915, les choses vont changer avec la sortie d'un film. Son titre, Naissance d'une nation. C'est le premier blockbuster de l'histoire du cinéma. Environ 30 millions d'Américains seraient allés le voir en salle. C'est vraiment le tout premier long métrage de l'histoire du cinéma, avec une trame narrative complexe. Il comportait de nombreuses scènes d'action et racontait une histoire avec de vrais enjeux dramatiques, accompagnés d'une musique très lyrique. Le film a fait sensation à l'époque. À travers toute l'Amérique, les spectateurs se sont rués dans les salles pour le voir. C'était du jamais vu dans ce pays. Le film Naissance d'une nation a eu une influence extraordinaire à l'époque. Et la raison, c'est que l'industrie du cinéma en était seulement à ses tout débuts. Une grande partie des gens qui sont allés voir Naissance d'une nation n'avaient jamais vu un film de leur vie. Et cette histoire qui fascine les Américains, c'est celle de la guerre de sécession et de ses conséquences dans les États du Sud. Un film qui prend énormément de liberté avec la réalité des événements historiques et présente les hommes du Ku Klux Klan comme de véritables héros, défenseurs de la veuve et de l'orphelin. Naissance d'une nation est une adaptation d'un roman qui s'appelle The Klansman et qui raconte l'histoire du Ku Klux Klan. Sauf que dans cette version, les Klansmen sont présentés comme des sauveurs, venus pour protéger les femmes blanches violées par les méchants noirs. Bref, c'est le monde à l'envers. Ça se passe pendant la guerre de sécession. La population blanche du Sud est représentée comme une victime des républicains du Nord et de leurs alliés noirs qui ont pris le pouvoir dans le Sud et qui les maltraitent. C'est pour protéger ces pauvres gens des méchants noirs et des traîtres blancs venus du Nord qu'ils sont obligés de créer le Ku Klux Klan. Parmi les plus grands admirateurs de ce film, il y a William Joseph Simmons, un pasteur de l'église méthodiste, originaire de l'Alabama. Cela va même lui donner une idée, ressusciter le Ku Klux Klan. William Joseph Simmons a vu dans le Ku Klux Klan, et en particulier dans l'imagerie du clan, le moyen de créer une sorte de fraternité. En 1915, quelques mois après la sortie et le triomphe de Naissance d'une nation, William Simmons a organisé une cérémonie secrète à Stone Mountain, près d'Atlanta en Géorgie, où se trouvait un gigantesque monument dédié à la mémoire des soldats confédérés. C'est là qu'il a officiellement relancé le Ku Klux Klan. Mais à l'époque, il n'était encore que 16. Pour contourner l'interdiction officielle du clan, Simmons rebaptise l'organisation qui devient l'Empire invisible des chevaliers du Ku Klux Klan. En 1920, pour en assurer la promotion, il fait appel à Mary Elizabeth Tyler et Edward Young Clark, un couple de publicitaires spécialisés dans le marketing.